Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'allumeur de Réverbère, je suis David Brites et aujourd'hui c'est moi qui vais animer ce nouvel épisode du podcast portant sur la situation de l'école publique en France. Malheureusement, je ne peux pas dire que je me colle à l'actualité parce que la dégradation de l'école publique, ce n'est ni un sujet nouveau, ni un sujet conjoncturel. Pour l'illustrer, on a fait le choix de zoomer un département particulier, sur lequel on a déjà dédié quelques épisodes du podcast, la Seine-Saint-Denis, le 93. Pour cela, on a fait le choix de témoignages d'enseignantes confrontées à la réalité du terrain, ses difficultés, ses peines, les carences patentes observées sur le terrain, mais aussi ses joies, ses solidarités, ses bonnes volontés. On a donc donné le micro à deux enseignantes de Montreuil, Jeanne, qui enseigne depuis moins de 10 ans dans le secondaire, elle a aussi enseigné à Paris par le passé, on l'a interviewée le 4 novembre 2022, et Marion, maîtresse en primaire depuis plus de 15 ans, elle a déjà enseigné par le passé en REP+, ainsi qu'à Paris, on l'a interviewée beaucoup plus récemment, le 10 janvier dernier. Le nom de leur établissement respectif a été volontairement retiré et leur prénom modifié, et compte tenu de la durée des deux entretiens, on a fait le choix d'un rendu en 2 épisodes. Alors je vous préviens, dans ce premier épisode, ne vous étonnez pas d'entendre beaucoup plus Jeanne, elle revient en longueur sur des notions visant à vous éclairer. REP, Ulysse, SECPA, IPS, etc. Mais aussi sur des problématiques qui sont très spécifiques au secondaire, notamment le décrochage scolaire, ou encore les enjeux de fermeture de classe liés à la dotation horaire globale, la DHG, on y reviendra. Sans plus attendre, je laisse la parole à Jeanne et à Marion. On commence avec Jeanne qui nous décrypte ce qu'est le réseau d'éducation prioritaire, REP, un classement où se trouve l'établissement dans lequel elle enseigne. Très bonne écoute! Ça, c'est un classement qui était auparavant connu sous le nom de ZEP, Zone d'éducation prioritaire. Et lorsqu'il y a eu une réforme dont je ne me souviens plus l'année, les classements ont évolué en 2 classements différents, REP et REP+. Les REP+, on en trouve un seul dans Montreuil. C'est en fonction en fait de ce qu'on appelle un IPS, un indice de positionnement social. Et cet IPS a été révélé uniquement très récemment, a été rendu public très récemment par le ministère de l'Éducation nationale. Auparavant, ni les parents d'élèves, ni les équipes pédagogiques n'avaient accès en fait à l'IPS de leur propre établissement. Il y a une obligation de transparence là-dessus maintenant ? Non, pas du tout. En fait, j'ai une amie qui travaille beaucoup là-dessus et qui m'a expliqué que le ministère de l'Éducation nationale, c'était quasiment un cas d'école, sans faire de jeu de mots, sur la transparence des données, qui publiaient très très peu leurs données de manière publique. Donc genre on ne sait pas pourquoi il est classé en REP+, par exemple. Exactement. Et pourquoi certains établissements qui ont des situations socio-économiques apparemment plus difficiles ne sont pas classés en REP, alors que moi par exemple mon collège, qui est décrit par la majorité de mes collègues comme un collège plutôt mixte, plutôt agréable où travailler, est classé REP. Mon collège, donc, effectivement, a une situation, c'est par rapport à la situation des familles, quand je dis une situation. Donc, la situation des familles des élèves de mon collège est, entre guillemets, moins pire que celle d'un établissement dans Pantin qui s'appelle le collège Lavoisier. Lui a un IPS plus faible et pourtant n'est pas classé. Il peut y avoir plusieurs explications. Déjà, la trajectoire du collège au moment du classement, mais peut-être pas suffisant parce que c'est un classement qui est renouvelé tous les 2 ans, de ce qu'on m'a expliqué, donc quand même de manière assez fréquente. Ce qui peut expliquer, il y a des enjeux locaux, je pense qu'il y a des élus locaux qui doivent des fois, soit dans un sens, se battre pour un classement REP parce que ça fait plus de moyens, ou des fois vouloir éviter le classement parce que ça stigmatise. Et dans le cas du collège Lavoisier, à mon avis, de tout ce qu'on sait de ce collège-là, où il y a beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes d'agression par exemple, c'est un collège où la direction a été assez défaillante pendant plusieurs années, mériterait un classement REP pour soulager les effectifs, pour soulager les équipes pédagogiques, et ne l'est pas. REP+, tu peux juste rappeler la différence ? Alors REP+, c'est un IPS, du coup un positionnement socio-économique plus faible, on va dire, avec des familles plus dans le besoin. Après, il y a peut-être plusieurs critères, je ne suis pas sûre de les connaître. Un critère de revenu sûrement, et sûrement des critères aussi de réussite aux examens. J'imagine que les résultats au brevet doivent aussi entrer en ligne de compte. J'imagine que aussi le fait d'avoir peut-être une Ulysse, donc pour les élèves qui ont besoin d'accompagnement spécifique, ou d'avoir peut-être une SECPA,
Peut-être aussi que ça fait évoluer les IPS. SECPA, les sections d'enseignement général et professionnel adapté. C'est pour des élèves qui, techniquement, sur papier, n'ont pas de problème, on va dire, de handicap, mais qui ont quand même suffisamment de problèmes cognitifs pour avoir un enseignement allégé sur les matières théoriques, telles que le français, les maths, l'histoire géo. C'est pour pas les exclure d'un établissement dit classique? Ouais, en fait, ça les prépare plutôt aux voies pro. Et du coup, tu me disais, ton collège, il est en REP? Il est en REP et on a une SECPA. Et on a aussi des UPE2A, donc les UPE2A, ce sont les unités de primo-arrivants, donc d'élèves allophones, et qui ont des fois eu une année de remise à niveau, parfois pas, qui ont des arrivées en fait échelonnées tout au long de l'année scolaire, et qui doivent découvrir tout le système scolaire français, la langue, les méthodes, et donc ont une année de SAS, de transition. Et donc voilà, on a une section de SECPA, une section d'UPE2A, avec les élèves, ce qu'on appelle dit en classe ordinaire. Alors moi j'enseigne à des 4e et des 3e. J'ai choisi d'avoir plutôt les 2 classes de fin de collège parce que c'était un goût personnel pour ces 2 niveaux-là, à la fois pour les programmes d'histoire-géographie qui me semblent plus intéressants sur 4e et 3e, et aussi parce que j'ai pas de problème particulier à me confronter aux ados de 4e qui sont réputés les plus compliqués. Et j'ai aussi depuis l'année dernière choisi de prendre la classe du PE2A sur leurs 2 heures d'histoire-géographie hebdomadaire. Parce que c'est pas non plus une classe très demandée. Les UPE2A, alors je saurais pas dire si c'est pas très demandé. C'est vrai que c'est difficile parce que à l'intérieur de l'UPE2A, on a des élèves qui viennent techniquement du monde entier. Moi, j'ai des élèves qui viennent du continent asiatique, du continent africain, du continent américain. C'est pas tant pour l'ambiance que pour la difficulté à enseigner, quoi. Oui. Ah oui, les élèves, ils sont adorables. L'UPE2A, c'est les élèves les plus enthousiastes en fait. Donc c'est vraiment les élèves avec qui c'est le plus agréable d'être en relation, mais concrètement, quand on doit les mettre en activité ou qu'on doit s'adapter aux niveaux différents, ça rend vite le cours très très compliqué. Sur 20 places du PE2A, l'année dernière, les 20 places ont mis plusieurs mois à se remplir, avec l'égrainement des arrivées toute l'année scolaire. Et là, cette année, les 20 places étaient quasiment complètes dès le mois d'octobre, ce qui fait que j'ai eu des niveaux très très disparates dès le début de l'année scolaire. Et moi, ça m'a obligée à séparer la classe en 4 groupes, selon leur niveau d'inscription. Est-ce qu'ils étaient inscrits en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e? Et donc voilà, j'ai séparé la classe en 4 groupes. Mon cerveau, par contre, lui, ne peut pas se séparer en 4. Et c'était assez compliqué. Il a fallu que je fasse appel à une assistante pédagogique. Donc ça, ce sont des postes un peu intermédiaires dans le collège, qui sont à mi-chemin entre la vie scolaire avec les surveillants et en même temps, comme leur nom l'indique, assistants pédagogiques qui peuvent être dans le cours. Là, l'assistante pédagogique, elle m'appuie, elle a pris en charge le groupe des 6e, des plus petits. UPE2A, ouais. C'est plusieurs niveaux. Oui. Donc c'est pas une classe de 6e avec des enfants non, qui du sont tout, pas francophones. En fait, c'est un système assez compliqué qui, du coup, en plus, rend toujours un peu marteau la professeure qui est responsable des UPE2A. Parce qu'il faut garder des places dans les classes ordinaires pour les UPE2A qui arrivent tout au long de l'année. Et chaque élève du PE2A a un emploi du temps personnalisé en fonction de son niveau d'inscription, donc son niveau scolaire, mais en fonction aussi de son niveau d'apprentissage. Parce que les niveaux d'inscription, ils sont bêtement et méchamment reliés à l'âge de naissance. Du coup, un élève qui a l'âge d'être inscrit en 4e sera inscrit en 4e, quand bien même il n'a pas de niveau et ne sait peut-être pas très bien lire, pas très bien parler français. Donc c'est un vrai casse-tête pour les professeurs qui est responsable de ça. Donc il faut penser à garder leur place, comme je disais, dans les effectifs des classes ordinaires. Dans les emplois du temps, c'est un vrai casse-tête parce qu'elles essayent, en fonction de leur classe d'inscription, admettons, je dis n'importe quoi, un élève qui est inscrit en 4e E, il faut réussir à la fois lui donner des heures de matière générale dans l'emploi du temps classique des 4e E, mais que ça soit compatible avec le tronc commun des UPE2A, parce qu'ils ont aussi des heures de français langue étrangère, de FLE. Donc c'est très compliqué. Après, c'est très intéressant aussi de travailler avec ces élèves-là. Ça nous oblige en fait à expliciter des choses. À changer de point de vue, quoi. Ouais. Qu'on pense même pas à expliciter en fait. Comment on compte les années dans le calendrier chrétien, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, déjà rien que ça en fait, il faut reprendre, il faut repasser par là. C'est passionnant, mais en même temps très compliqué. En Seine-Saint-Denis, les personnes qui arrivent, les primo-arrivants, peuvent avoir des problèmes financiers, sociaux très très compliqués. Nous, on sait pas tout. Des fois, c'est peut-être mieux parce que les élèves aussi sont contents de pas être réduits à leurs problèmes. Moi, des fois, je le sens un petit peu. Les élèves qui du coup déchargent dans le cours parce que c'est leur moment un peu
d'innocence, j'ai envie de dire. Donc ouais, ça se voit dans le cas de certains. On passe la parole à Marion qui nous explique pourquoi elle a choisi depuis quelques années d'enseigner en petite section de maternelle. En fait, moi ce que j'aime c'est l'entrée à l'école, c'est donner aux enfants et aux parents les clés de l'école pour qu'ils comprennent un petit peu l'envers du décor. Je fais l'entrée à l'école pour les enfants, mais aussi les parents qui deviennent des parents d'élèves. Et ça, c'est important. Et j'adore ça, cet esprit de famille et de communication qu'il y a entre nous. Et l'enfant, on le considère comme un enfant, pas comme un élève. Tu as enseigné dans des territoires qui sont assez différents. Alors déjà, est-ce que tu as toujours enseigné en maternelle ? J'ai fait aussi de l'élémentaire au tout début. Après, c'est vraiment ça qui m'intéresse, la maternelle, justement pour ce dont je viens de te parler. Mais aussi, j'ai été aussi maîtresse pendant 1 an en ULIS, donc c'est en unité spécialisée pour des enfants ayant différents types de troubles. Ça aussi, j'ai adoré. Après, là, comme j'ai pris d'autres engagements associatifs, là, je ne peux pas me permettre parce que ça demande trop de travail par rapport à ma vie actuelle. Mais avec grand plaisir, j'y retournerai après. Jeanne. En préparant l'entretien, j'avais vu une stat, c'était le chiffre de 80 000 jeunes, plus de 80 000 qui sortiraient du système scolaire sans diplôme ou juste avec le brevet en poche. Et du coup, je pense que ce ne sont pas des statistiques qui ont dû s'améliorer avec la période du Covid parce que c'est une période qui a beaucoup mis en exergue des inégalités en termes de fracture numérique, en termes d'accompagnement individuel. Alors, ce sont 2 questions différentes, mais je te les pose en même temps. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler un peu de la période Covid ? Comment est-ce que toi et tes collègues vous l'avez vécu ? Et ensuite, pour raccrocher à la question du décrochage scolaire, est-ce que cette question-là, toi, avec ton expérience et dans l'établissement où tu viens, est-ce que c'est une problématique que tu rencontres ? Alors moi, la question du Covid, en fait, la période du confinement, elle est difficile parce qu'il y a la vie professionnelle et la vie personnelle qui se sont vraiment clashées, chevauchées, rencontrées, superposées, d'une manière qui n'arrive pas d'habitude. Moi, j'ai essayé de garder le lien plus symboliquement que pédagogiquement. Enfin, la continuité pédagogique, c'était pas une continuité pédagogique, c'était une continuité humaine, relationnelle. Et toute la période, même 2e, 3e confinement et 2e, 3e déconfinement, tu sais, à la rentrée 2021, il y a eu plusieurs couacs gouvernementaux avec, en une semaine, 3 versions de protocoles reformulées. C'était le chaos. Ouais. C'était le chaos complet. C'était, juste pour préciser, je crois que c'était à la rentrée 2020, les différentes versions du protocole, parce que c'était à cheval sur 2020 et 2021. D'accord. Donc l'année vraiment suivant l'année scolaire qui a suivi le confinement. Et quand on a eu les systèmes d'alternance de classe, quand on a eu aussi les vacances de la Toussaint ou les vacances d'hiver, où il y a eu 1 semaine de fermeture des établissements avant pour avoir 4 semaines consécutives d'élèves chez eux, mais en incluant les 2 semaines de vacances scolaires. Alors j'ai plus la chronologie en tête, mais les systèmes d'alternance, et nous on avait eu aussi, les élèves ne changeaient plus de salle de classe, c'était les professeurs qui changeaient de salle de classe. Je me souviens d'une crise de nerfs. À la mise en place de ce système-là, c'était infernal. Quand les élèves circulent d'une salle à l'autre, ils sont dans le couloir, sous l'œil de tous les adultes qui sont dans leur propre salle de classe. Moi, je vois les élèves passer dans le couloir, j'ai toujours un œil en fait sur ce qui se passe. Alors que quand les élèves restent dans la salle de classe, il y a un temps de battement avant que l'adulte suivant vienne. Ouais. Ce temps de battement, c'était le zoo. C'était le chaos. Franchement, c'était d'une complexité infernale, en plus du fait qu'on n'a pas assez de salles de classe classiques pour tous les élèves, donc des salles de classe très spécifiques telles que la salle de SVT, les laboratoires, les salles de techno, ont été utilisées comme salles de classe classiques, et sauf que moi je suis pas du tout habituée à faire classe dans un laboratoire, pas du tout habituée à faire cours dans une salle de techno, les dimensions sont très différentes, les salles de laboratoire elles sont pour des TP pour vraiment de la mise en application pendant quasiment toute l'heure. Les professeurs qui font cours font peu de cours magistraux dans ces salles-là. Donc c'était des semaines vraiment très dures.
En plus du fait que on avait eu des infos parcellaires qui étaient arrivées au dernier moment, de gens qui créent des protocoles dans leur bureau mais n'ont aucune idée de à quoi ressemble concrètement un collège et la circulation dans un collège. C'est un peu bizarre aussi à demander pendant 3 ou 4 heures d'affilée à des élèves de 4e ou 3e de rester assis. C'est ça. On exige en fait des adolescents des choses que nous, en tant qu'adultes, on n'accepte pas. Et sur la question spécifique du décrochage scolaire, est-ce que c'est une problématique que toi tu rencontres depuis que tu es prof? On a un référent contre le décrochage scolaire qui est en lien avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, la MLDS, un bureau au rectorat. Et donc cette MLDS coordonne sur le territoire les actions de lutte. Et nous, dans le collège, concrètement, on a deux types d'actions. Un qui est destiné aux 6e, 5e qu'on appelle les raccrocheurs. Et ce sont les profs de PS qui s'en chargent dans notre établissement. Ça consiste par exemple à les faire sortir du collège et l'idée c'est j'imagine, de les responsabiliser, de leur montrer qu'ils font partie d'un groupe, travailler sur le bien-être au collège, sur la responsabilisation, enfin le fait de les faire se sentir plus acceptés dans le collège. Et pour les 4e, 3e, on a une autre action qui s'appelle le tutorat. Je fais partie des adultes du collège qui se sont proposés pour être tutrices et tuteurs. Ça consiste à recevoir un élève une demi-heure par semaine pour faire le point sur sa semaine. De manière assez libre, l'élève explique comment ça s'est passé en termes de résultats, d'activités. On a ce qu'on appelle des GPDS, c'est je crois le groupement professionnel contre le décrochage scolaire. Pédagogique peut-être pour le P. Et les professeurs reçoivent par mail et aussi de vive voix, en fait, le référent décrochage nous demande de faire remonter des situations. C'est-à-dire qu'on a une feuille qui est dans nos casiers, qui nous permet de mettre le nom, le prénom de l'élève, les problèmes rencontrés, si ce sont des problèmes d'absentéisme, de manque de motivation, des problèmes de lacunes scolaires, de désintérêt, ou au contraire d'intérêt mais d'opposition frontale, de conflit, de dissipation. Donc toutes sortes de problèmes qui sont un peu répertoriés, ça nous guide pour donner plus de précision au référent. Et quand on repère et qu'on fait remonter ces situations-là, le référent les propose au GPDS pour voir quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Et le GPDS, en fait, il rassemble également des gens de la mairie de Montreuil, des gens plutôt de l'éducation nationale. Bon, alors des fois, on a des élèves qui partent ce qu'on appelle au PRE. Ça, c'est la mairie de Montreuil qui met ça en place. C'est le programme de réussite éducative. Donc, ils peuvent être sortis du collège pendant une semaine et pris en charge par le métier des gens qui prennent en charge, je suis pas sûre, ce sont peut-être des EduxP. Mais ça consiste à travailler pendant une semaine sur la motivation, sur le cadre scolaire, voilà. Des fois, c'est juste le tutorat qui est préconisé. Un suivi un peu... Un suivi, voilà, soft, on va dire. Ce qui est bien dans le tutorat, c'est que ce ne sont pas forcément des profs qui peuvent être tuteurs ou tutrices. N'importe quel adulte du collège peut l'être. De mémoire, je crois même que des agents départementaux ont déjà été tuteurs. Marion, qui revient également sur la période du Covid. Ça s'est passé le mieux que ça pouvait se passer au sein de ma classe. Alors nous, on avait déjà un groupe WhatsApp. Tu étais dans le 93 à ce moment? Ouais, j'étais à Montreuil. Directement, on a tous été en relation, moi en tant que maîtresse et les parents et les enfants, puisqu'on avait ce groupe WhatsApp. Bon, après ça, je réitérerai pas l'expérience d'être dans un groupe WhatsApp de parents, parce que je l'ai fait pendant 2 ans. De prof? Non, de ma classe, des parents de ma classe. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, c'est trop prenant. Je réponds toujours aux sollicitations dans la vraie vie. Sur le WhatsApp, je faisais pareil. Et c'était pas possible, en fait. Mais bon, du coup, pour ça, ça a été très prenant, mais en même temps, ça nous a occupés. Dans le contexte, ça m'a fait du bien. Ça m'a redonné du sens aussi à la vie et à ma vie de prof. Et du coup, non, c'était un vrai challenge. On s'est emparé de ça. J'ai développé tout un truc parce qu'on était en plein dans la mythologie grecque. Donc, j'avais fait des vidéos avec les Playmobil de la mythologie grecque parce qu'on travaillait dessus. Et du coup, les enfants suivaient les aventures d'Héraclès comme ça. Ils avaient une vidéo. On avait monté tout un truc à la maison. Ça a l'air marrant. Ouais, c'était chouette et ça nous a vraiment fédérés parce que les enfants, après, ils ont refait des choses dans leur jeu à la maison. Non, c'était une période
Plutôt chouette, j'avais vraiment des nouvelles quasiment de tout le monde. Il devait y avoir peut-être 1 ou 2 enfants. Bon voilà, ça c'est en tant que maîtresse. Ouais. J'ai aussi l'envers du décor en tant que maman parce que par contre on a fait plein de trucs à mon asso en tant que maman pour les enfants de mon quartier. Ouais. Donc là, c'est autre Et chose. ça c'était autre chose. Ok. Pour moi c'est vraiment là déjà que c'est complètement criant parce que moi j'étais maîtresse dans le Bas-Montreuil. Alors pour Et les là- gens qui connaissent pas très bien Montreuil, est-ce que justement tu peux dire ce que ça induit Oui. entre le haut, le bas Montreuil Oui, ben le Bas-Montreuil, c'est l'endroit où il y a encore les métros de la ligne 9. Du coup, c'est pas la même population. C'est très mixte, Montreuil, dans tous les cas. Disons que le Haut-Montreuil, on y accède déjà avec 20 minutes de marche à partir du métro. Du coup, c'est beaucoup plus populaire. On est dépendant, c'est là où j'habite, hein, on est dépendant du bus, on est dépendant, voilà, il y a tout un tas de choses qui... Et du coup, moi, j'étais maîtresse dans le Bas-Montreuil et maman dans le Haut-Montreuil. Là, c'était pas la même histoire. Là, le confinement dans les écoles du Haut-Montreuil de mon quartier, c'était plus compliqué. Il y avait beaucoup moins de parents qui avaient accès au support pédagogique, Ouais, éducatif, c'est etc. ça. En fait, c'était pas une solution, mais avoir un ordi disponible pour les enfants. Après, non, mais les Savoir profs, l'utiliser. oui, puis les profs, ils donnaient des devoirs, du travail sur feuille. Mais personne n'a d'imprimante à la maison. Du coup, en fait, on a monté tout un système avec mon association où il y avait un parent référent dans chaque classe. Donc, on couvrait un territoire d'environ, je sais pas, 500 élèves, non plus, même 1000 élèves. Puisqu'on est 5 écoles dans le Haut-Montreuil, enfin dans le Haut-Montreuil, dans mon territoire là du REP+. Et du coup, en fait, on s'organisait pour faire les impressions pour chaque classe et les déposer dans des lieux qui restaient ouverts pour que les enfants puissent avoir déjà leur support de travail. Mais après, encore fallait-il qu'ils le fassent. Et comme prof, toute la période de la rentrée 2020 qui a été très marquée par une série de protocoles, tu sais, dictés par le ministère de l'Éducation nationale. T'en as gardé quel souvenir globalement? C'était complètement ubuesque. Parce qu'en plus avec des enfants de... J'étais très fâchée. J'étais très fâchée. C'était vraiment... c'était horrible. On a eu des périodes où où les enfants devaient les tester, mais toute la semaine en fait, en tant que maman, mais aussi en tant que prof, on devait dire aux parents de revenir chercher les enfants. Ils venaient d'apporter les enfants, enfin ils pouvaient les laisser à l'école, enfin ils pouvaient les travailler, parce que c'est une période où on était très contents d'en les travailler quand même, hein, parce qu'on n'en pouvait plus. Voilà. Et en fait, on les faisait revenir, les enfants, fallait toujours leur mettre le truc dans le nez, ils pleuraient, enfin c'était horrible. À côté de ça, en plus à Montreuil, on n'a pas eu de cantine, de service de restauration pendant des semaines, voire des mois. Du coup, je ne te dis pas au niveau des inégalités sociales, c'était criant. À la cantine, il y en avait, ils avaient un paquet de chips tous les jours. Tandis que les autres, ils avaient leur salade de riz, c'est bien de rappeler que la cantine, c'est mais complètement. levier pour l'égalité. Ah mais ouais, et c'était épouvantable en fait. Et ça, on s'est mobilisé en tant que prof et aussi en tant que parent d'élèves. Enfin, on a fait des fédérations, on est allé manifester devant la mairie, on a demandé des rendez-vous avec les représentants de l'éducation. Ok. On revient à Jeanne qui nous parle d'une mobilisation qui avait eu lieu en 2021 dans son établissement pour protester contre la fermeture annoncée de 3 classes et de 2 postes d'enseignants. Et donc, nous, au collège, on s'était dit qu'on voulait alerter sur ces fermetures de classe, mais en réalité, c'est difficile d'organiser ces mouvements-là parce que à chaque fin d'année scolaire, on a le même scénario qui se répète. Et ces fermetures de classe qui étaient annoncées en juin 2021, elles ont aussi été annoncées en fin d'année scolaire, là en 2022. Mais en 2021, elles ont été fermées, effectivement. On a eu 2 classes qui ont rouvert, je crois, de mémoire, parce que donc le sketch, c'est toujours le même, vraiment. Pourquoi elles avaient été annoncées fermées? Alors, c'est quand on a en février l'annonce de ce qu'on appelle la dotation horaire globale, la DHG. Donc ça, c'est le quota d'heures qui est affecté, attribué
attribuées à chaque établissement par le rectorat. Sur quelle base? Alors, sur la base des projections des inscriptions en 6e, donc on part des élèves de CM2 et on projette un nombre d'inscrits sur les classes de 6e, en sachant que, moi c'est quelque chose qui m'agace particulièrement, c'est que le rectorat table sur les inscriptions dans le privé. Parce qu'on a un évitement scolaire qui est assez fort sur Montreuil. On y reviendra tout à l'heure. De par la gentrification, il y a une perte d'effectifs entre le CM2 et la 6e, qui fait que nous, après en 6e, on se retrouve dans la mouise avec moins d'heures que nécessaire, et donc potentiellement des fermetures de classe. Le nerf de la guerre dans cette histoire-là, c'est les effectifs moyens qu'on est censé respecter en REP. En REP, on est censé avoir des seuils de 24 élèves maximum par classe. Le rectorat est très malin. C'est en moyenne. Donc ça veut dire que si on a des classes de 20 élèves et des classes de 28 élèves, parfait! La moyenne est là pour le rectorat. Sauf qu'en REP, on ne peut pas décemment avoir des classes à 28 élèves. Déjà, quand elles sont à 24, en fait, ce sont des situations où on se rend compte de 1 ou 2 élèves. C'est pas juste 1 ou 2 tables dans un coin, c'est vraiment... Ça fait vraiment une grosse différence. On n'imagine pas à quel point la dynamique de travail peut être différente en retirant juste 2 élèves de la salle de classe. Tout le nerf de la guerre, c'est cette moyenne d'effectifs par classe sur laquelle nous, on argumentait, on disait qu'on allait avoir 24,1 ou 24,2, quelque chose comme ça, avec ces fermetures annoncées. On a effectivement fait cette protestation, on a fait une marche depuis le collège jusqu'à la mairie, on était en lien avec les parents d'élèves. C'est du comique de répétition. En fait, chaque année, c'est la même chose, et chaque année, c'est épuisant parce qu'il faut se battre pour un résultat. On sait à la fin que des classes vont rouvrir, mais simplement le rectorat, ça va pas de soi, et surtout attendre de voir qui gueule le plus. Et en plus de ça prend jamais compte de tout à l'heure des élèves dont je parlais, des UPE 2A. Parce que nos effectifs, ils sont effectifs au 1er septembre, mais si tu gardes pas des places pour 1 ou 2 élèves d'UPE 2A qui arrivent dans l'année, en fait tu te retrouves à 25 ou 26 élèves dans ta classe au mois de mars, et le mois de mars, en fait, il te reste encore un trimestre. Donc un trimestre à 26, dont 2 élèves en plus non francophones. On voit bien comment ça rend le travail très compliqué, et surtout vraiment il y a du cynisme incroyable de la part du rectorat, parce que donc comme je disais, ils savent qu'ils vont rouvrir des classes, mais ils attendent de voir où ça gueule le plus, parce que on sait qu'ils ont une dizaine de classes de réserve sous le bras, et c'est au petit bonheur la chance et au bon vouloir du rectorat de dire bon ben tel collège dans telle ville, on vous accorde la classe, et en fait ça met en compétition les établissements, parce qu'on sait nous que si on gueule très fort et qu'on obtient nos réouvertures de classe, on en a pris à l'établissement d'à côté. Bien sûr. Et donc voilà, et nous on se retrouve au moment où on a cette DHG qui est annoncée, à se répartir les heures entre collègues. Des fois, franchement, ça donne des scènes vraiment ridicules entre qui va pouvoir prendre telle heure, oui mais le pôle maths, le pôle sciences a tant d'heures, qui prend les heures, ce qu'on appelle les heures de cartographie. On a une dizaine d'heures qui sont, alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle cartographie. Concrètement, c'est à l'appréciation de l'établissement de les attribuer à une aide personnalisée, à mettre un demi-groupe sur les maths en 6e par exemple. Comme il n'y a pas de règles et que c'est selon la situation de l'établissement, des fois on se bat pour des bouts de gras, pour un demi-groupe ici, des fois on se retrouve dans des situations vraiment... Le rectorat nous attribue un certain nombre d'heures, comme je disais, au mois de janvier-février. Déjà, il y a toute l'appréhension qui monte parce qu'il y a toujours des rumeurs, des bruits de couloir. Je me souviens que pour la DHG de 2021, de février 2021, mon principal adjoint était déjà au courant en fait. Parce que lui, il était au téléphone avec les gens du rectorat, et je sais plus, mais il avait eu une formule du style ça va être du sang et des larmes, quoi. Ils savent en fait, et du coup, la tension, elle monte un petit peu, et quand l'annonce arrive, on est psychologiquement préparé. À partir de ce nombre d'heures, nous, on se le répartit entre collègues. C'est-à-dire que au sein d'une équipe pédagogique, par exemple l'histoire-géographie, on est techniquement au moins 3 postes pleins et le 4e qui maintenant est un poste précaire. Normalement, des professeurs certifiés qui ont passé le CAPES ont un service de 18 heures par semaine. Je compte pas les situations particulières de temps partiel et de mi-temps. Par exemple, admettons qu'on a 70 heures pour l'histoire-géographie. On doit avoir sur nos 3 temps pleins 18 heures, 18 heures, 18 heures. Déjà, il y a un premier truc à savoir, c'est qu'on est obligé, ou en tout cas le rectorat nous force la main pour prendre des heures supplémentaires. Donc ça veut dire que moi, mon service, au lieu d'être de 18 heures hebdomadaires, il est de 20 heures hebdomadaires devant élèves. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de prendre... d'élèves, tu vois, t'es en 4e, l'éducation nationale a déjà décidé le nombre d'heures que tu avais en histoire géo. Comment est-ce que 3 heures par... oui, effectivement. Il faudrait que je te montre le tableau Excel pour que tu visualises un peu le... C'est quand même très techno, quoi. Faut avoir fait Polytechnique, effectivement. On apprend sur le tas. Mais donc moi, par exemple, avec mes 3 heures hebdomadaires d'histoire-géographie, pour chaque classe, si j'ai 18 heures devant élèves, ça voudrait dire que je prends 6 classes.
Et à moi de choisir, et de m'arranger avec mes collègues. Est-ce que je veux prendre 3 classes d'un niveau, 3 classes d'un autre, 6 classes sur le même niveau? On n'a jamais 6 classes sur le même niveau, mais c'est pour dire. Ça, c'est une cuisine interne. Moi, j'aime bien les 4e et les 3e, mes collègues sont plutôt OK avec ça. Donc j'ai quasiment toutes les classes de 4e, j'ai une classe de 3e, donc 5 classes de 4e, une classe de 3e, ça me fait 18 heures devant élèves. Il me reste 2 heures. Où sont ces 2 heures? C'est là où j'ai mes UPE 2A. Ce sont les 2 heures qui complètent mon service. Mais du coup, tes collègues, comment ils font pour atteindre leurs 20 heures? Dans le cas précis de l'histoire-géographie, on a ce qu'on appelle des heures d'AP, d'aide pédagogique ou d'aide personnalisée. Donc ce sont les dédoublements. On a des classes qui font cours 1 heure par semaine en demi-groupe. Et c'est ce qui permet, par exemple, pour les 6e, pour les 5e, d'avoir 4 heures d'histoire-géographie par semaine. Les élèves, eux, ont 3 heures, mais pour le professeur, ça représente 4 heures à cause du demi-groupe. Quand tu fais toute cette arithmétique, c'est tiré par les cheveux. Moi, par exemple, pour pouvoir prendre une classe de 3e et la classe du PE2A, j'ai dû diviser le service de la classe de 3e en 2. C'est-à-dire, normalement, les 3e donc, ont 3 heures d'histoire-géographie classe entière et 1 heure en demi-groupe. C'est de l'aide, c'est de l'AP. Moi, je les prends les 3 heures classe entière et c'est une collègue qui les prend sur la 4e heure. Parce que sinon, je dépassais de mon service et j'avais 21 heures. Pourquoi on t'incite à faire 20 plutôt que 18 et ce serait problématique que tu fasses 21 plutôt que 20? C'est là où ce sont vraiment des calculs mais technocratiques qui sont vraiment... C'est pas pour ça qu'on devient prof, c'est pas pour faire ce genre de calcul. Alors déjà, c'est effectivement pas la partie la plus réjouissante du métier, mais en plus qui montre bien, je pense, l'évolution technocratique et comptable, mais de tous les services publics, où on compte des lits, on compte des choses, on tarifie à l'acte. Il y a un tournant quantitatif de toutes les politiques publiques qui est absolument terrible. Et dans l'éducation nationale, ça se traduit par, sur notre dotation horaire globale, on a 10% qui doivent être attribués en heures supplémentaires annuelles, en HSA. Ce sont ces heures qui s'ajoutent au service classique. Et donc, le rectorat, s'il n'a pas ces 10% d'HSA dans la répartition des heures, risque de dire « j'en veux pas de votre travail ». Et du coup, le rectorat risque de reprendre la main sur la répartition et d'attribuer, éventuellement peut-être de force, des HSA. On n'est plus trop en droit de les refuser. Nous, sur Créteil, je pense que c'est lié aussi aux difficultés de recrutement. On nous force à prendre des HSA, ce qui fait que si on regarde concrètement dans mon établissement pour l'équipe d'histoire-géographie, au lieu d'avoir 4 postes fixes pérennes, avec un 4e collègue qui serait du coup pérennisé dans son poste et se projetterait dans l'établissement, pourrait s'impliquer dans la vie de l'établissement, on a ce qu'on appelle un BMP, un bloc de moyens provisoires. Donc quelqu'un qui est en fait... le terme va être un peu dur, mais franchement c'est bouche-trou. C'est quelqu'un qui sait qu'il est peut-être affecté là à l'année, mais qui sait qu'il est sur un siège éjectable parce que ce n'est pas un poste fixe et que l'an prochain, si jamais il y a une fermeture de classe, il devra faire un complément de service dans un autre établissement pour avoir un service complet et que c'est l'enfer, les compléments de service. Tu peux être envoyé à l'autre bout de l'académie, à l'autre bout du département. C'est très complexe. Alors qu'on pourrait avoir 4 postes fixes à 18 heures par semaine pour chaque collègue. Donc au niveau national, le chiffre qui circulait beaucoup, c'est 4000 postes ouverts au concours d'enseignants qui n'avaient pas été pourvus en 2022, dont 1700 en école primaire. Et donc, bon, évidemment, la situation, elle n'est pas bonne partout, mais en Seine-Saint-Denis, c'est pire qu'ailleurs. Sur l'académie de Créteil, par exemple, j'avais vu le chiffre, sur 1079 professeurs des écoles, seuls 419 étaient pourvus à la fin du mois d'août. Et donc, dans un contexte où, dans le 93, il avait déjà été calculé qu'un élève perd en moyenne 1 an de scolarité à cause des absences non remplacées d'enseignants. La cerise sur le gâteau, c'est que j'avais vu qu'en visite au rectorat de Créteil, le 23 août, donc le nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, avait déclaré que la situation était, je cite, comparable, voire légèrement meilleure que l'année dernière au même moment dans cette académie. Donc c'est dire qu'on s'est habitué à cette situation. Toi, cette situation liée à la pénurie, entre guillemets, de professeurs, est-ce que c'est un truc dans ton établissement que vous ressentez? Ah oui, très clairement. En fait, nous, à chaque rentrée, il y a des postes qui ne sont pas pourvus, des élèves qui n'ont pas, des fois des matières qui peuvent sembler mineures, mais peu importe, des élèves qui n'ont pas eu art plastique pendant plusieurs semaines, des élèves qui n'ont pas eu cours de musique pendant plusieurs semaines, des élèves de SECPA qui sont les abandonnés des abandonnés. Parmi, s'il y avait encore plus abandonnés que l'Académie de Créteil, il y a les élèves de SECPA dans l'Académie de Créteil, parce que eux, ce sont des matières très spécifiques. Par exemple, ils ont des matières de ce qu'on appelle HAS, c'est Habitat, Alimentation, Santé ou Sécurité. J'ai toujours un doute sur l'acronyme. Et donc, la matière HAS a manqué de profs pendant des mois et des mois, parce que ce sont des professeurs qui sont durs à retrouver, durs à recruter, qui ont des profils
profils vraiment très spécifiques. Et j'imagine que, vu le salaire, vu que ce sont des gens qui souvent ont une expérience dans le privé, puisque ce sont des matières plus professionnalisantes, quand on vient du privé, si on n'a vraiment pas cette vocation ou vraiment motivant, c'est pas très intéressant, à moins d'avoir fait vraiment un chemin personnel sur l'articulation des temps de vie entre vie privée et vie professionnelle. Ouais. Ça, c'est vraiment l'argument majeur de tous les professeurs. Quand on entend que les professeurs ont beaucoup de vacances ou qu'ils devraient être tant de temps de présence dans l'établissement, c'était la phrase de Ségolène Royal, 35 heures dans l'établissement, c'est un non-sens en fait, parce que il n'y a plus que ça qui attire en réalité les gens dans la profession, c'est d'avoir un peu plus de temps et de pouvoir choisir comment on répartit son organisation entre le travail et la vie privée. Et puis en plus, c'est croire que les profs, quand ils reviennent chez eux, ils font rien en rapport avec leur métier. Exactement. Alors qu'il y a des copies à corriger, il y a des cours à préparer. Ah ben là, mon compagnon, il rigolerait jaune là s'il entendait cette conversation, parce que effectivement, moi des fois je suis un fantôme. Je suis dans la chambre en train de travailler sur telle ou telle chose. Pour les collègues qui habitent plus loin et qui ont plus de temps de transport, c'est pas pratique pour tout le monde de sortir du collège à 17h et de se retrouver dans les bouchons, dans les heures de pointe des transports en commun. Donc des fois certains sont bien contents de quitter l'établissement à 14h30. Donc après chacun gère son organisation, et clairement les difficultés de recrutement, elles sont liées au fait qu'on a énormément de choses à faire en dehors du temps devant élèves, que c'est un métier où il faut assumer plusieurs casquettes, parce qu'il y a des élèves qui sont dans des telles situations qu'on se retrouve des fois à avoir une approche quasiment psychologue avec les élèves, parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur le développement des adolescents. Des fois, quand on a des réactions qui sont vraiment désarmantes de certains élèves, qui sont d'une insolence des fois qui laisse pantois, qui prend beaucoup d'énergie, parce qu'il faut une patience incroyable pour réussir à ne pas le prendre personnellement des fois. Quand on est le seul professeur avec qui ça passe mal sur un élève, il faut vraiment... Quand tu sors de la salle de classe, ça s'arrête pas dans ta tête. Et ça s'arrête pas. Moi, j'ai besoin d'un sas de décompression. J'ai demandé à la principale adjointe de ne jamais finir après la récré de l'après-midi, parce que la 3e et la 4e heure de l'après-midi, ce sont des heures infernales. Moi, j'ai besoin en fait d'au moins 1 heure, systématiquement, pour discuter avec les collègues, ou juste grignoter un gâteau en buvant un café, enfin, un sas de décompression qui est d'1 heure minimum. Et même des fois, malgré ça, quand j'arrive à la maison, mon seul sujet de conversation pendant 1 heure, c'est ce que j'ai fait avec les élèves, tel élève qui a fait ceci, tel collègue, telle discussion avec la direction. C'est très dur d'arrêter la machine en fait. Marion. Dans mon école, là, cette année, il y a eu une fermeture de classe en élémentaire, mais il y a une ouverture en maternelle. Ça dépend du nombre d'élèves qui arrivent. C'est ça. La marge de manœuvre, on n'en a aucune en fait. De toute manière, en tant qu'enseignant, on n'a plus aucune voix au chapitre. Okay. Mais plus du tout. Pourquoi tu dis plus du tout? Il y a eu une époque où pour toi ça a été vous étiez un peu plus écouté? J'ai l'impression qu'à une époque, au début où j'étais maîtresse, en tout cas, tu te sentais plus respecté, écouté. Là, en fait, on est vraiment considéré comme des pions, des personnes. En fait, on est des chiffres, quoi, par rapport à une personne devant tant d'élèves et c'est tout, quoi. Et plus du tout respecté par rapport à notre savoir, nos compétences, notre expérience. Ça, c'est vraiment dommage parce que, franchement, il y en a des solutions pour résoudre ces inégalités. Tout le monde a des idées dans l'éducation nationale en tant que prof, quand tu es au contact au quotidien et en tant que parent. On creusera un peu plus ce sujet-là après. Ouais. Est-ce que globalement tu dirais qu'il y a un manque d'enseignantes ou d'enseignants? Là par exemple dans la maternelle où tu enseignes, il y a à peu près combien d'élèves devant chaque maître ou maîtresse? 27. Okay. En maternelle. On est en masse. Moi, c'est un chiffre que j'ai régulièrement entendu, c'est qu'en gros, l'objectif c'était de mettre 27 élèves devant chaque enseignant. C'est inhumain en fait pour des petits de 3 ans. Ouais. C'est pas possible en fait. Dans le primaire, en dehors des REP, est-ce que tu sais jusqu'à combien on peut monter? C'est pareil, on peut monter jusqu'à 30 sincèrement. On peut monter jusqu'à 30, mais même en REP. Ma fille, là, elle est en REP+, et ils doivent être 26, je crois. Forcément, il y a personne qui peut suivre. Hein. Je te demande s'il y a... je te pose cette question-là sur le manque d'enseignants, parce que
les échos que j'avais eus moi en préparant cet entretien, c'était que l'Académie de Créteil avait beaucoup de mal à recruter. Ah bah oui. Toi, c'est un truc que tu constates constates sur le territoire. Oui, puis les enseignants, les personnes qui sont devant les élèves, c'est pas forcément des enseignants surtout. C'est ça, c'est pas parce qu'il y a une personne devant un groupe classe que c'est un enseignant. Il y a beaucoup de contractuels. Ouais, on y reviendra après. Ah ouais, non, mais alors ça me... Oui, bien sûr qu'il y a un manque criant. Il y a une année, là, je suis dans une école que j'ai choisie, qui est super et tout ça. Bon, même s'il y a des contractuels et tout ça, on est porté par l'énergie de groupe. Il y a 3 ans, j'étais dans une école. En fait, j'étais celle qui était la plus expérimentée. On ne pouvait même pas avoir des discussions pédagogiques. Okay. Les gens ne savaient même pas de quoi on parlait. C'était pas des profs. C'était pas des profs. Du coup, impossible de parler du bien-être des enfants, des apprentissages, de l'épanouissement. On ne pouvait pas parler travail, quoi. Sur 9 enseignants, on n'était que 3 à être des vrais profs, à avoir eu une formation de professeur des écoles. Voilà. Donc tu en avais 6. C'était soit ils venaient d'avoir le concours et du coup, et encore même pas, je pense qu'il devait y avoir 1 ou 2 comme ça, même pas. Du coup, ils n'avaient aucune formation. Et les autres, mais c'est même pas, c'est des contractuels, mais qui avaient des métiers rien à voir avec la choucroute. Ouais. Tu le constates moins dans l'école où tu enseignes actuellement? Non, mais parce qu'en fait, moi je suis dans une école primaire. Il y a un côté maternel, un côté élémentaire. Ouais. Et côté maternel, on n'est que 6. Et du coup, c'est une équipe assez stable. On a un berceau de FS, donc des stagiaires, des maîtresses qui apprennent à être maîtresses. Okay. Mais des fois, c'est dur. Des fois, c'est très, très dur. Enfin, c'est des personnes qui n'avaient pas du tout la conscience que c'était aussi difficile d'être prof dans le 93. Du coup, il y a plein de gens qui lâchent l'affaire, finissent pas l'année. Jeanne. Puis avant de raccrocher là sur le sujet de la pénurie de professeurs, sur les questions de salaire, là en août, Emmanuel Macron avait déclaré sa volonté d'établir, je cite, un nouveau pacte, donc comprendre assortir des augmentations de rémunération à de nouvelles missions d'accompagnement des élèves en difficulté, encadrement, animation des projets extrascolaires. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment le type de discours qui donne du crédit à la caricature que tu décrivais tout à l'heure. Ah oui, non mais ça c'est une grosse blague. Il y a des professions comme ça qui sont très 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 méconnues et qui a vraiment un fossé abyssal entre ce que les gens pensent savoir, parce que tout le monde a eu des profs. Donc tout le monde croit savoir, sauf qu'en réalité, personne ne sait. Les missions d'accompagnement des élèves, on en a déjà tout le tour du bras en fait. D'ailleurs, il y a même une prime dans notre fiche de paye, qui est l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ce qu'on appelle l'ISOE, que tous les professeurs touchent, justement parce que on sait que les professeurs ont ces missions de conseil de classe, de réunion de parents-profs, de rendez-vous avec les parents, un tas de choses informelles qui se font de toute manière et qu'on ne peut pas éviter. Un professeur qui ne ferait rien de tout ça, je vois même pas comment c'est possible en fait de faire le métier sans ça. La classe s'effondre en 3 semaines. Si t'as jamais eu un coup de fil à la famille, si t'as jamais accompagné un élève à la vie scolaire pour avoir rendez-vous avec le CPE, tous les professeurs qui ont des classes jusqu'à la fin de l'année scolaire sont obligés d'avoir des missions autres en dehors des heures de cours. Et quand Macron dit une augmentation de la rémunération sous condition d'accepter de nouvelles missions, en réalité, c'est pour travailler plus pour gagner plus. Oui, voilà. Et en réalité, les professeurs, c'est pas du tout ce dont ils ont besoin. En réalité, si déjà, en fait, l'institution, elle est malade d'un bout à l'autre. Les services publics, il y a une souffrance professionnelle qui est incroyable, parce que t'arrives en te disant que t'as une mission. C'est ça, c'est le fonctionnaire, tu vois. Il y a une mission d'intérêt public. Bon, Lucerre Noir, c'est il y a un siècle et demi, mais bon, on pourrait avoir un peu cette vision un peu romantique encore du professeur dans la cité. Mais en vrai, à partir du moment où tu as réussi le concours, en fait, tu ne passes que des problèmes et des obstacles et des difficultés. Ah non, c'est incroyable. J'ai pas un seul collègue qui fasse le métier depuis plusieurs années qui ne soit pas désabusé par les conditions de travail, la dégradation de ces conditions. Moi, mes collègues préférés sont en train de partir les uns après les autres, celles qui sont les plus investies, qui avaient le discours politique le plus construit. Et quand tu arrives dans l'éducation nationale avec un discours politique construit, avec une vision de la société, avec une vision de ta mission dans la société, la chute est rude. Marion.
C'est une méconnaissance totale de notre travail. Moi, je ne travaille pas juste les 24 heures devant les élèves. Hein. Alors je pense que la méconnaissance, elle est d'autant plus forte Ouais. chez les enseignantes et enseignants d'âge plus petit. Est-ce que tu peux je te laisse Expliquer ce que je te laisse c'est continuer. être prof. Voilà, exactement. Comment dire, le travail de prof, déjà, en fait, tu es tout le temps en activité devant les élèves. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est-à-dire, moi, par exemple, ma journée du mardi, en fait, elle est continue parce que tous les services de récréation, je suis toujours avec eux. Enfin bon, en fait, on est toujours avec les enfants. Et ensuite, pour préparer l'activité avec les enfants, puisque les enfants, tu ne peux pas les lâcher d'une semaine, c'est-à-dire que tu tournes la tête. À cet âge-là, oui. Voilà. Il faut que tout soit prêt en amont. Donc, déjà, il faut arriver beaucoup plus tôt. Et ensuite, tout ça, ça se prépare. Tout le travail que tu présentes en fait aux enfants, tout ça, tu le prépares pendant les vacances. Tu as au moins la moitié de tes vacances qui est organisée pour préparer le travail de la rentrée. Ça s'appelle des programmations en fait. Puis après, il y a tout. Alors, en plus, tu mentionnais tout à l'heure du coup des boucles WhatsApp. Alors, c'est pas forcément sur WhatsApp, mais il y a même d'autres supports aujourd'hui numériques sur lesquels tout à fait. les enseignants peuvent être. Ah bah oui, moi aussi j'ai un bloc de classe. Voilà, ou mettre des blocs de classe qui remplacent un peu le cahier de vie, je pense. Je sais plus comment. Je fais tout, moi. Je fais les deux. Et du coup, ça veut dire que tu es même. En fait, il y a une sollicitation qui va au-delà de la classe, quoi. Complètement. Puis le but, c'est de tenir tout le monde, tous les parents. Donc peu importe, il y en a qui sont plus support papier, il y en a qui sont plus support numérique, il y en a qui sont plus dans le langage. Donc en fait, tu es tout le temps sollicité. Et puis voilà, puis en plus c'est une vigilance constante. C'est-à-dire, tu as quand même la responsabilité t'as 27 petites vies, tu vois. Voilà, et donc, c'est pas les 24 heures devant. En fait, sur le temps du midi, tu travailles. Le soir, après la classe, quand les enfants s'en vont, tu travailles aussi. Et pendant les vacances, tu as la moitié des vacances où tu travailles. En fait, je vois même pas ce qu'il veut dire par du temps supplémentaire. Du coup, ça voudrait dire quand, la nuit ? En fait, je pense que l'idée, moi, c'est comme ça que je le comprends, l'idée de dire augmentation de salaire sur la base de missions complémentaires, ça veut dire qu'en fait c'est pas une augmentation de salaire, tu travailles plus, tu vas gagner plus, mais tu ne gagnes pas plus à travail constant. Comme tu sais, ils ont donné cette idée, balancé cette idée, hop là, avant juin dernier. Mais en fait, il n'y a rien qui a été mis en place. C'est-à-dire à la rentrée, ils nous ont sorti la carte abaya, hop, et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire dans mon école, il y a une personne qui était d'accord pour faire ça, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les briques et tout, là, cette histoire. Mais elle n'a même pas encore été contactée. Ils n'avaient rien préparé, les gars. Tu crois que nous, on arrivait à la rentrée comme ça, sans avoir préparé ? Nous, en fait, ça faisait déjà depuis 10 jours avant la rentrée qu'on était sur le pont, en classe, en train de préparer le truc. Et donc là, ils nous parlent de missions complémentaires. Ok, mais en fait, ils n'avaient rien préparé. Donc, quand bien même tu voulais faire des missions complémentaires, tu ne pouvais pas. Ouais, non, ça, c'est sûr que les salaires, c'est pas du tout à la hauteur. Franchement, s'il n'y avait pas les enfants et leur rire et le fait que tu les vois progresser, tu les vois grandir et s'épanouir, c'est clair que c'est pas pour la hiérarchie, le bien-être au travail. C'est pas pour ça que tu ferais le métier, quoi. J'enchaîne un peu là sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à enseigner ? Ce qui m'a motivée à enseigner, déjà à la base, j'avais commencé parce que je m'intéressais plutôt à la psychologie de l'enfant. Là, après, j'ai découvert très rapidement, au début de ma carrière, les pédagogies nouvelles. Et j'avais une collègue qui était extraordinaire, qui m'a mis dans le bain des pédagogies nouvelles tout de suite. Donc, c'est les pédagogies coopératives où la classe fonctionne comme un groupe qui soutient les idées de chacun. Les enfants qui apprennent à s'écouter, qui apprennent à prendre la parole, à formuler des idées et à chercher des solutions pour arriver au terme de leur idée, ensemble. Je vais poser une question hyper basique de quelqu'un qui est ignorant en la matière. Oui. C'est quoi la différence avec la méthode Montessori, par exemple ? La méthode Montessori... Est-ce que c'est une forme de pédagogie nouvelle ou est-ce que ça... Oui, si, tout à fait. C'est une forme de pédagogie nouvelle, mais par contre, ça n'a rien à voir avec la pédagogie coopérative. Ok, d'accord. Là, moi, ce dont je te parle, c'est les pédagogies coopératives, donc issues, par exemple, de Célestin Freinet ou de Crowley
et à la différence des pédagogies liées à Maria Montessori, mais c'est-à-dire que c'est à peu près la même époque, sauf que c'était radicalement différent. Là, moi, ce dont je te parle, c'est de la vie du groupe classe. Ensemble, on peut y arriver. Avec la réussite de chacun, de tous et de toutes, tandis que au niveau de la pédagogie Montessori, c'est le développement des compétences de l'enfant en tant qu'individu. D'accord. Okay. Et du coup, on parle moins des dynamiques de groupe, quoi. Pas du tout, tout à fait, mais même pas du tout. Et c'est d'ailleurs ça le gros problème avec les pédagogies Montessori. Mais en fait, Maria Montessori, c'était à la base, c'était une dame qui travaillait avec des enfants ayant des troubles du spectre autistique, qui ne leur permettaient pas d'avoir en considération les camarades du groupe. Et du coup, forcément, elle développait des choses en individualité pour que chaque enfant se développe. Okay. Mais, et ça allait très bien par rapport aux problématiques qu'elle rencontrait. Ouais. Et c'était tout à fait juste et pertinent. Maintenant, de faire du copier-coller à l'heure actuelle, avec les problématiques qu'on a, où justement le vivre ensemble, le fait de s'entraider, tout ça, on ne peut pas dire que ce soit les valeurs qui soient prônées par notre... par l'époque. Voilà, par l'époque, ou le lieu de vie, parce qu'on a de la chance à Montreuil quand même, on est vraiment dans cette dynamique-là, mais par nos dirigeants, disons. Du coup, voilà, Montessori, c'est bien, mais pas que. Il faut faire un mix à la rigueur. Et du coup, on en revient à tes motivations, du coup. Ouais, d'accord. Et du coup, je m'y suis mise à fond. J'ai découvert des mouvements de pédagogie avec des formations auxquelles je suis allée sur mon temps personnel. J'ai pas attendu qu'on me dise qu'il fallait que je me forme. Puisque de toute façon, nous, on est assez mal formés. Hein. Normalement, on est formés tout au long de notre carrière, mais là, la formation, c'est 0, voire du moins 10. Du coup, voilà, je me suis passionnée. Et puis, j'ai appris aussi ce que c'était le rôle de prof en tant que dans la relation aux parents et le fait de la construction, la co-construction. Ce qui m'a passionnée, c'est de découvrir d'autres modes de vie. Le fait qu'en fait, chaque famille a son mode de vie propre et du coup, c'est très enrichissant. Voilà. Et après, je me suis mise à fond. Oui, parce qu'en fait, les élèves que tu as devant toi, c'est une diversité de caractères, d'éducation à la maison, etc. Voilà. Et du coup, ça te remet à ta place. Tu te dis, il n'y a personne qui détient la vérité. On est tous en train d'apprendre à avancer ensemble. Moi, j'ai fait l'IUFM. Donc, j'ai fait 2 ans d'IUFM, 1 an avant de passer le concours et 1 an après avoir passé le concours. Tu savais tout de suite que tu voulais bosser dans le primaire? En fait, quand tu passes le concours de prof des écoles, tu es prof en maternelle ou en élémentaire. D'accord. Non, moi, je ne savais rien. J'ai testé, on a fait... Et puis après, je suis arrivée en maternelle. Au début, j'étais déçue. Parce que j'aimais bien ce rapport avec les élèves grands. Et puis en fait, je me suis éclatée. C'est plus libre, c'est plus dans la création, sans limite. Et tu peux vraiment faire ton programme comme tu veux. Parce Voilà. qu'en plus, les enfants de cet âge-là ne sont pas encore arrivés à ce qu'on appelle, peut-être un peu de façon abusive, à ce qu'on appelle l'âge de raison. Ça fait aussi que tu dois transmettre aux enfants des trucs par des supports qui sont peut-être plus originaux, plus... Ah oui, après il y a... par l'essence. Après il y a toujours moyen justement de faire ça jusqu'au lycée. Ouais. Mais il faut se donner les moyens. Ouais, tout à fait. On finit ce premier épisode avec Jeanne. J'avais vu le chiffre, en 15 ans, les inscrits au concours du secondaire ont baissé de 30% et le nombre de candidats au CAPES externe est passé entre 2006 et 2021 de 50 000 à 30 000. Et en parallèle, sur la même période, le nombre des démissions annuelles, premier et second degré confondus, en public, est passé de 364 à plus de 1648 des démissions annuelles. C'est à la fois catastrophique pour ce que ça dit de l'état du métier, mais par contre, il y a aussi quand même un double mouvement à préciser. Et moi, je fais partie en fait
de cette nuance ou cette contradiction qui existe dans l'éducation nationale, de gens qui ont eu un métier auparavant et qui ont décidé de se reconvertir dans l'enseignement. Je voulais y venir après, mais justement, on dresse un portrait un peu sombre du métier. Toi, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, j'ai toujours aimé le métier de professeur. Moi, je suis un bébé de l'école. J'ai toujours été la petite bonne élève. Et du coup, j'ai une vision très romantique du professeur qui nous passionne. Okay. J'ai toujours eu cette vision-là. J'ai toujours aimé le métier de professeur. Je donnais beaucoup de cours particuliers pendant mes études. J'aime vraiment ça. J'aime ce positionnement face à l'élève, à qui à la fois on transmet des connaissances, mais pas seulement des connaissances. En fait, c'est bien plus que ça. C'est une vision du monde qu'on peut transmettre, un lien qu'on a. Moi, j'adore les adolescents. J'adore être en contact avec eux. Et j'aime bien ce positionnement-là avec les adolescents. D'autres métiers en lien avec l'adolescence me plairaient pas autant. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce positionnement de professeur et quelque part, une forme peut-être d'arrogance ou de prétention de penser qu'en étant dans la matrice, on peut un petit peu influencer, peut-être, éventuellement, comment je pourrais dire ? Le destin. C'est ça, oui, d'essayer. Oui, voilà. Je pense que quelqu'un qui est cancre et qui est sorti de sa situation de cancre peut témoigner que en fait il y a des fois c'est des rencontres dans ta vie, y compris des rencontres de profs qui te changent, qui te font aimer une matière ou qui vont te valoriser. C'est ça, c'est une goutte dans l'océan, mais moi j'aime bien cette goutte dans l'océan. On arrive au terme de cet épisode. Comme il est déjà conséquent, je vais éviter de faire une conclusion longue. On s'arrête là pour aujourd'hui et on reprend le cours de nos entretiens avec Jeanne et Marion le mois prochain. À dans quelques jours et en attendant, gardons nos lanternes allumées.